Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. À l'initiative de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les acteurs de la société civile et les hommes des médias se sont retrouvés ce matin au niveau du palais des congrès de Niamey pour une journée d'information et d'échange sur l'enrôlement biométrique et le vote des Nigériens à l'extérieur. Cette rencontre a été présidée par le président de l'institution, la CENI, en présence de plusieurs acteurs du domaine. D'autres précisions dans ce reportage. Cet exercice n'est pas nouveau pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui consiste à échanger et partager avec les acteurs sociaux de la vie, notamment les parties prenantes du processus, qui sont entre autres les organisations de la société civile et les organes des médias sur l'enrôlement biométrique et le vote des Nigériens à l'extérieur. Selon le président de la CENI, le processus d'enrôlement s'est déroulé sans aucune difficulté avec des résultats satisfaisants. L'exercice s'est révélé fructueux et positif. En effet, pour une estimation initiale de 118 998 électeurs prévus pour la diaspora, l'enrôlement a validé 205 314 électeurs inscrits, enregistrant ainsi un taux de réalisation de 171,09%. Maître Issa Kassouna a également dévoilé le chronogramme des élections de la diaspora. Le corps électoral est convoqué pour le 9 mars 2023. Le 24 avril s'achèvera le dépôt des candidatures au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'examen du contentieux de la liste électorale sera examiné le 5 mai par la Cour constitutionnelle. L'ouverture de la campagne électorale en vue de l'organisation du vote commencera le 27 mai 2023. La clôture de cette campagne est prévue pour se clôturer le 16 juin 2023. La date du scrutin est le 18 juin 2023. La centralisation des résultats par la CENI aura lieu du 18 au 22 juin 2023. La validation des résultats par la Cour constitutionnelle aura lieu le 22 juillet 2023. Au cours de cette rencontre, les acteurs seront en mesure d'apporter leur contribution et clarifier sur la thématique du jour. L'enrôlement de la diaspora nigérienne, la 9e région, est représentée par 5 députés à l'Assemblée nationale. Cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne des engagements de la CENI envers les parties prenantes, et c'est là dans l'accomplissement de sa mission. Cet après-midi, au siège de Alternative Espace Citoyen, s'est déroulée une table ronde. L'initiative vise à sensibiliser le public nigérien afin d'étaler les valeurs de la culture pour un changement social. D'autres détails avec Mohamed Alpha et Lukova. En quoi la culture peut-elle être un levier de changement social? C'est le thème de la présente table ronde initiée par Alternative Espace Citoyen ce vendredi 17 mars 2023. Une manière de sensibiliser davantage le public nigérien, surtout de faire ressortir toute la richesse de la culture qui joue un rôle dans le développement socio-économique du pays. Pour qu'une politique culturelle soit utile pour un pays, il y a des conditions. Il faut d'abord faire le recensement de toutes les expressions culturelles qui nous orientent vers la définition des vraies valeurs de la société. Il faut une cartographie culturelle, c'est-à-dire chaque élément de cette culture doit être localisé quelque part. Il faut une planification. La culture a été utilisée par nos sociétés, au village, dans nos villes et partout ailleurs. On a essayé d'utiliser la culture pour faire passer des messages. Souvent des messages positifs, des messages qui vont dans le sens du changement de comportement.
Le projet relevait le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger se veut comme une référence qui éveille les consciences de la jeunesse nigérienne. Dr Bali, qui est le directeur de l'Institut national des arts et de la culture, qui mieux que lui vient de dire clairement que cette politique n'est pas connue totalement des Nigériens d'art, y compris par les acteurs culturels eux-mêmes. Beaucoup ne savent pas que le Niger est de cette. Or, pour promouvoir quelque chose, faudrait-il encore que l'on connaisse cette chose. On ne peut jamais promouvoir ce que l'on ignore, et de ce point de vue, nous avions bien raison, nous avions bien fait vraiment de poser cette thématique cet après-midi au niveau de l'espace France Fanon. Comment peut-on mettre en valeur nos cultures? Comment peut-on aller nous ressourcer dans nos cultures en respectant notamment nos valeurs et nos traditions ancestrales pour pouvoir apporter du changement dans notre société. Et cela est bien possible. Tout le développement qui est en train d'être fait montre que la culture est un véritable levier de changement social. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre de sensibiliser, d'éveiller et de motiver le public nigérien à faire preuve de responsabilité pour apporter sa part de contribution à travers la culture pour une société émergente et une jeunesse bien éduquée. Et puis au front social, le syndicat national des agents des douanes, le SNAD, a animé ce matin un point de presse relatif au recrutement des cadres des douanes des années 2018 et 2020. Objectif de ce point de presse, expliquer aux citoyens les tenants et aboutissants de cette situation, mais aussi de parler des ressentiments des agents de douane et rappeler également leur détermination à défendre les intérêts matériels et moraux de ces agents. Oussena Soumi et Omar Boukari. Éclairer l'opinion publique, mais aussi déplorer les interprétations malveillantes de certains citoyens par rapport au sujet du recrutement des spécialistes à la fonction publique des années 2018 et 2020 pour le compte de la douane sous l'auspice du ministère des Finances qui défraie la chronique ces derniers temps. C'est la quintessence de ce point de presse du syndicat national des agents de la douane SNAD. Le secrétaire général revient sur l'origine du bras de fer tout en rappelant les conditions d'accès au cadre de douane. Il fallait tenir compte du profil et du curriculum de chacun. Vous avez par exemple au niveau des catégories A1, là où pour candidater au niveau de la catégorie A1 et A2, il faut deux conditions pour candidater. On vous dit d'avoir un diplôme supérieur en douane et un master dans la spécialité auquel vous prétendez vous présenter. Dans le cadre de ce concours, on avait accepté pour certains le master, d'autres le diplôme en douane. Très peu remplissaient les conditions des deux conditions cumulatives. Dans ces conditions, on a mis des gens comme ça ensemble pour les faire compétir. Tout comme au niveau des A1. Les A1, il y a un article spécifique qui le dit. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est même une conclusion du rapport de la HATSIA, qui a dit, mot à mot, je le dis, que l'article 165, qui exige les deux conditions, n'ont pas été respectées pour la plupart des candidats. Et le statut a été, en substance, à ce niveau, le statut a été violé. Au regard de cet état de fait, le Sénat, indigné par la violation des textes de loi de leur statut autonome, interpelle le ministre des Finances. Au Sénat, le respect du statut, ce n'est pas quelque chose qui se discute. C'est même une sorte de sacerdoce qu'aujourd'hui, que vous touchez au statut, même à l'interne, les collègues savent de quoi il s'agit. Quand d'un point de vue statutaire, vous avez un avantage, vous allez en jouir. Ce que le statut ne permet pas, on s'oppose en tant que syndicat, même étant militant. De l'interne, on ne l'a pas accepté, de l'externe, on ne peut pas l'accepter. Donc, le ministre a dit en tout cas qu'il assume, parce que quand on a attiré son attention, il dit qu'il doit continuer la finalisation du processus advienne que pourra. On a dit, même du fait que ça viole le statut autonome, il a répondu oui et qu'il s'assume. Voilà pour la première fois, je vois un ministre de la République qui assume la violation des textes de la République, des textes de loi de la République. Il l'assume. Il dit qu'il le fait et il l'assume. Tout naturellement, je vous dis, mesdames, messieurs, nous, en tant que syndicat, quelle réaction on peut avoir que de nous mettre dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Déterminés à défendre leur corps,
Le Ben Sénat projette de déposer un préavis de grève la semaine prochaine pour la préservation de leur cadre légal. La représentation de la Banque africaine de développement BAD au Niger participe au Forum des investisseurs libyens qui se tient depuis quelques jours ici à Niamey. Occasion saisie par la chargée du programme de la BAD de présenter les mécanismes de financement des investissements du secteur public et privé par la banque. Reportage signé Boukaramadou et Likova. Institut financier multinational de développement établi dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains, la Banque africaine de développement BAD participe au Forum des investisseurs privés libyens. La Banque africaine de développement était présent à cette mission des investisseurs libyens pour présenter les produits financiers qui sont offerts par la banque au secteur public et privé. Comme vous le savez, dans la vision de la banque, la transformation structurelle passe par les high five, que nous appelons les 5 domaines prioritaires qui portent sur nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, améliorer les conditions de vie des populations africaines et éclairer l'Afrique. Présent au Niger depuis 1970, la BAD a pour objectif global d'appuyer les efforts du pays visant à renforcer la résilience aux facteurs de fragilité et accélérer la croissance économique durable, et cela à travers 2 piliers. Le premier pilier, c'était de promouvoir la compétitivité de l'économie pour libérer son potentiel et favoriser la création d'emplois. Le deuxième pilier, promouvoir le développement d'une agriculture résiliente pour une forte croissance durable et inclusive. Pour la période 2018-2022, la banque a mobilisé un montant de 402,674 milliards de francs CFA, ce qui donne en dollars un montant de 651,872 millions de dollars. Et cela a permis le financement de 17 projets. 7 au titre du pilier 1. Et quand je dis pilier 1, c'est les projets d'infrastructure, de transport et d'infrastructure énergétique généralement. Et au niveau du pilier 2, c'est là qu'on retrouve les projets agricoles. Et en ce moment, le DSP est fini au mois de décembre, le 31 décembre, et nous sommes en cours d'élaboration du prochain DSP sur la période 2023-2027 et qui va être encore arrimé au plan de développement économique qui a été approuvé au mois de décembre, qui a été présenté à la table ronde des partenaires au mois de décembre sur la période 2022-2026. La BAD intervient dans 5 domaines prioritaires destinés à aider les pays africains à réaliser les objectifs de développement durable, ODD. Et donc, comme je disais, nos domaines d'intervention couvrent tous les secteurs. Et le premier secteur d'intervention de la banque ici au Niger, c'est le secteur de l'énergie, à hauteur de 34%, qui est suivi du secteur du transport, 30%, le développement rural, 25%, la gouvernance, la communication, le secteur social, le secteur financier et l'eau-assainissement. Et dans tous ces projets, nous avons des projets qui sont à la fois des projets nationaux, mais aussi des projets régionaux, c'est-à-dire des projets qui impliquent le Niger et ses pays voisins, ses pays frontaliers. En termes de couverture, la Banque africaine de développement est présente dans toutes les régions du pays. Le pays accède aux mécanismes de financement à travers 3 guichets du groupe BAD, que sont la BAD, la FAD, le FSN et les fonds spéciaux. Pour ce qui est du guichet BAD, qui est le guichet de la Banque africaine de développement, c'est le guichet non concessionnel, avec des ressources mobilisées sur le marché des capitaux. Et les pays ont accès au guichet BAD en fonction du niveau de revenu, c'est-à-dire en fonction du revenu par habitant et de leur solvabilité. Pour ce qui est du Fonds africain de développement, qui est le guichet concessionnel du groupe de la banque, il vise aussi à contribuer à la promotion du développement économique et social des pays africains les moins développés, en octroyant des financements concessionnels dédiés à la mise en œuvre de projets et de programmes, mais aussi d'apporter une assistance technique pour la réalisation des études et des activités de renforcement des capacités. Le troisième guichet, c'est le Fonds spécial du Nigeria, qui a pour objectif aussi de soutenir les efforts de développement des pays membres régionaux à faible revenu de la banque
et dont la situation et les perspectives économiques et sociales nécessitent des financements à taux concessionnels. À côté de ces 3 guichets, on a une panoplie de fonds spéciaux où l'on retrouve le fonds d'aide au secteur privé africain, la facilité africaine de soutien juridique. On a aussi le fonds du programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. On a le fonds fiduciaire MENA, etc., etc. Cette présentation a permis aux investisseurs publics et privés nigériens comme libyens d'être au parfum du mécanisme de financement des investissements pour le secteur privé et public de la Banque africaine de développement, fondée en 1964 et dont le siège se trouve à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Autre aspect de cette édition, le directeur de cabinet du Premier ministre a présidé ce matin à la primature à la cérémonie d'ouverture de la première réunion du comité de haut niveau chargé de piloter le projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition améliorés dans les zones prioritaires. Laoli Cheibou, président du dit comité, a saisi l'opportunité pour réitérer les remerciements du Niger aux partenaires et la Banque mondiale en particulier, ayant donc permis la mise en place du dit projet. Ablazi Mamadou et Mohamed Djori. Lancé le 7 juin 2022, le projet LAFIA et Ali est financé par la Banque mondiale pour une durée de 5 ans. La présente rencontre constitue donc la première réunion de haut niveau du projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition améliorés dans les zones prioritaires. Le projet est axé sur l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition améliorés, en particulier dans les régions de Zender et de Maradi. Le projet sera centré sur l'augmentation de l'accès et de l'utilisation d'un ensemble de services de santé et de la reproduction par une approche combinée d'amélioration de l'offre et de la demande. En outre, le projet encouragera l'adoption de comportements propices à la hausse de la demande des services de santé et de nutrition. Le projet vise à renforcer l'accès à l'éducation, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, la protection sociale et l'agriculture, a rappelé le directeur de cabinet du Premier ministre. L'accélération de la transition démographique et l'amélioration du capital humain au Niger exigent de nous une vision transformationnelle et un engagement sans faille dans des efforts ardus et à long terme. C'est pourquoi le projet LAFIA s'est inscrit dans une approche pragmatique multiphase avec pour objectif de réduire les retards de croissance et les taux de fécondité chez les adolescentes. Cette approche permettra d'améliorer les résultats dans le développement du capital humain dans notre pays. Le comité de pilotage de haut niveau est l'organe d'orientation, de décision et de supervision de la mise en œuvre effective du projet LAFIA-IALI, a rappelé le président du comité national. Nous examinerons le plan de travail et le budget annuel PTBA 2023 du projet et donnerons des orientations stratégiques à son unité de gestion sur la mise en œuvre des activités. Sachant compter sur la fructueuse collaboration de toutes les parties prenantes dans la réalisation de ce projet, je fonde l'espoir que nous parviendrons à des résultats probants au profit des différentes composantes où les femmes, les filles et les enfants jouissent pleinement de leurs droits pour le bien-être de la famille. Le dit projet est aussi chargé d'approuver les programmes de travail et les budgets annuels, suivre leur mise en œuvre et veiller à l'application des recommandations et des décisions prises de façon conjointe par le gouvernement de la République du Niger et la Banque mondiale. Rencontre ce matin entre la communauté Open Strict MAP et Open Mapping Hub
pour l'Afrique de l'Ouest. Objectif à présenter la vision de l'institution aux partenaires, n'est-ce pas Youssouf Haïdara et Siraj Maman? La présente rencontre regroupe d'une part la communauté OpenStreetMap, OSM en abrégé, et les acteurs intervenant dans le domaine. Le tout sous le guide de l'Open Mapping Hub de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette rencontre vise à faire la vulgarisation des objectifs visés par l'Open Mapping Hub. La technologie est mise à profit des institutions, des experts qui ne connaissent pas aujourd'hui l'existence de OpenStreetMap, qui ne connaissent pas les opportunités qu'offre cette plateforme de cartographie collaborative. Le rôle est vraiment de tout faire pour que les partenaires puissent comprendre le sens de ce travail et appuyer les communautés. Et en même temps, on essaie de créer cet écosystème pour, à terme, voir comment les activités peuvent être soutenues de manière autonome. Et l'autonomie des OSM, des mappeurs, de toutes ces communautés qui gravitent, nous, si on parvient à jouer ce rôle de catalyseur pour que cela se passe, on aura atteint notre objectif. Rural Access Water, RUA en abrégé. La présentation de ce projet pilote a été faite à l'assistance. Les objectifs du projet RUA étaient de cartographier les ressources en eau, tout ce qui concerne les points d'eau. Donc, renforcer les capacités des acteurs en matière de cartographie des points d'eau sur la base des outils libres OpenStreetMap. Et développer des cartes thématiques sur la base des données collectées pour appuyer et contribuer à aider les autorités locales à faire des plaidoyers auprès des partenaires, que ce soit le gouvernement, la diaspora, etc., pour améliorer l'accès à l'eau potable au niveau de la population. L'Open Mapping Hub pour l'Afrique de l'Ouest a été créé en mars 2022. À la date d'aujourd'hui, elle compte à son actif plusieurs initiatives et est présente dans 24 pays de l'Afrique de l'Ouest. Cérémonie d'inauguration d'une nouvelle mosquée de vendredi à ce matin au quartier Kouarkano Nord. À cette occasion, ils étaient nombreux les fidèles musulmans qui ont pris part à cette cérémonie. Youssouf Haïdara et Ibrahim Ousmane pour les précisions. Une mosquée flambant neuve, c'est le nouveau joyau dont le quartier Kouarkano Nord a été doté. C'est avec la prière en congrégation de vendredi que la mosquée a été inaugurée. Elle prend le nom de mosquée de vendredi Kouba, en référence à la première mosquée de la ville de Médine. Le nom de la mosquée est un nom historique. La mosquée a été édifiée, donc la mosquée de Kouba. La mosquée de Kouba est la première mosquée qui a été édifiée après l'Hégire. C'est-à-dire quand le messager a quitté la Mecque pour Médine, la première mosquée qui a été édifiée est la mosquée de Kouba, à la ville de Médine. Et cette mosquée, tout celui qui prie dans cette mosquée aura la récompense de la Omra. Donc cette mosquée, cette nouvelle mosquée à Niamey, derrière le central Nigélec Koubi à nord, ou bien à Kouarkano Nord, a pris ce nom, donc la mosquée Kouba. Kouba veut dire donc c'est les chapelets qu'on fait sur la mosquée qu'on appelle Kouba, et c'est une mosquée qui compte beaucoup de chapelets, et c'est pour cela qu'on l'a appelée mosquée Kouba. Construire une mosquée est une action hautement salutaire, mais mieux est d'en prendre soin. C'est ce dernier aspect que le cheikh Djibril Karanta a tenu à expliquer aux voisins de cette nouvelle mosquée. hurul aina yije noruno ni goga bana boray ma be aga jingara imasa yababe alsilamai lokacho akwai gorayo ku boray ma jingara ba funandin de jingaryan. La mosquée de vendredi Kouba, au centre de cette grande cérémonie, est le fruit de l'engagement pour le rayonnement de l'islam d'un fils du terroir. Des prières et bénédictions ont été formulées en sa faveur. Place à présent votre rubrique, la page des sports. C'est avec Abdelaziz Mamadou. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré.
Nous débutons la page des sports de cette semaine avec du karaté pour parler de l'anniversaire du club Hiroshi de Saga. Le club Hiroshi fête ses 2 années d'existence. À cette occasion, une grande manifestation de démonstration des différentes techniques du karaté a été organisée le week-end dernier dans l'enceinte de l'école primaire de Saga qui sert de temple d'entraînement des combattants du dit club. Démonstration en kata, self-défense, skate et plein d'échanges entre les combattants du club Hiroshi de Saga et ceux des clubs amis. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs maîtres de karaté et du parrain du club, Ibrahim Ide, lequel s'est réjoui de la mobilisation faite autour de cette cérémonie festive avant d'inviter les parents d'élèves à venir massivement inscrire leurs enfants dans ce club d'avenir. Fin ce matin au Centre technique national de la FENIFOOT du stage MA organisé par la Fédération nigérienne de football sous l'égide de la CAF et de la FIFA. Renforcer les capacités des arbitres et arbitres assistants dans l'application et l'interprétation des lois du jeu, uniformiser la compréhension, l'interprétation cohérente des lois du jeu et du jeu, améliorer les performances des arbitres, constituent les points forts de ce cours MA organisé par la Fédération nigérienne de football sous l'égide de la CAF et de la FIFA. La formation a été assurée par l'instructeur technique, l'ancien arbitre international sénégalais Malek Djedou et son collègue Mademba Mbaki, instructeur physique. Au terme de la formation, Zouera Sani, Sakinatou Hamidou et Mohamed Ali, respectivement 1er, 2e et 3e, ont reçu leur attestation de formation. Les arbitres ont à leur tour décerné des cadeaux aux 2 instructeurs et au président de la commission centrale des arbitres avant de présenter la jeune Nana Aïcha, assistante retenue pour les Jeux scolaires prévus se tenir en Afrique du Sud. Fin le week-end dernier du tournoi de football organisé par la DEDEN Inspection Niamey-4. La direction départementale de l'éducation nationale, Inspection Niamey-4, a organisé une compétition de football pour les écoles, collèges et lycées. À cette occasion, les organisateurs ont retenu 2 zones. La zone Niamey 2000 qui a enregistré les victoires du CSP Mishka au collège et CSP Asifa au lycée, et la zone aéroport représentée par les champions CSP Le Succès au lycée et Bauchi au collège. Les grandes finales ont mis aux prises au lycée CSP Asifa, au CSP Le Succès. Score final, 1 but partout à l'issue du temps réglementaire, 5 tirs réussis contre 4 en faveur du CSP Le Succès. Au collège final, Bauchi au CSP Mishka, victoire de l'équipe de Niamey 2000. Mishka, 3 tirs réussis contre 2 aux séances de tirs au but. À noter qu'au total, 12 équipes du collège et 24 au lycée se sont engagées à cette compétition du DDN Inspection Niamey 4. À Maradi, fin le week-end dernier également de la 3e édition du tournoi de football dénommé e-Trophée. Fin de la 3e édition du tournoi dénommé Trophée e-Trophée des enfants organisé par la jeune Habsatou Rabo de concert avec ses partenaires. C'est une compétition mixte qui réunit sur le même terrain des jeunes garçons et filles, tous scolaires, pour sympathiser et fraterniser. L'édition 2023 a enregistré la participation de 10 écoles venues de la ville de Maradi. Le directeur du développement du sport à la base du ministère en charge de la jeunesse et des sports a rehaussé de sa présence à la finale de la 3e édition remportée par l'école Nouveau Carré de Maradi. A noter que 3 inspections de la ville de Maradi se sont engagées pour cette compétition et vivement la 4e édition avec des innovations et un plus grand nombre d'équipes participantes. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.